Donc alors en gros, sur la formation gratuite, il y a toutes ces commits-là qui ont été extraits de ce projet et qui sont du coup accessibles gratuitement. Chaque étape a une vidéo correspondante de moi en face cam qui explique vraiment chaque commit, ce que je veux y dire dessus, qui apporte également vachement d'informations qui sont pas forcément liées au commit précis, mais si jamais en tournant un petit peu la vidéo, je pense à des choses, j'explique également ces sujets-là. Je crois que notamment dans l'une des premières étapes, je parle déjà du SSR pour server-side rendering. Donc c'est notamment un concept hein, qui n'est pas du tout à aborder à l'initialisation du projet Angular généralement, mais voilà, j'en parle à ce moment-là. Bref, donc voilà. En plus sur YouTube, il y a déjà la vidéo de cette étape 11 qui du coup n'est pas compris dans le projet démo téléchargeable, mais voilà, on va dire un espèce de petit cadeau. Et puis on va voir ensuite toute la suite, puisque du coup tout ça est téléchargeable, il y a les vidéos explicatives disponibles et tout, donc je m'attarde pas trop dessus parce qu'il y a pas mal d'étapes à expliquer, donc j'enchaîne un petit peu vite parce que même pour une vidéo longue, vu la quantité d'informations que je transmets dans cette formation, va falloir s'attacher. Alors du coup, donc sur cette étape 11, on va parler des guards. Sur l'étape 11-2, on va voir que donc à l'étape 11, j'assume qu'il faut se déplacer d'URL en URL pour venir déclencher les guards. Et ben dans l'étape 11-2, on rajoute le dynamisme pour qu'on n'ait plus besoin de le faire. L'étape 12, on va parler des sous-routeurs. Donc on a déjà parlé des routeurs dans les étapes précédentes. Et bien là, on va voir qu'on peut imbriquer des routeurs dans des routeurs et avec une profondeur un petit peu infinie. Dans certains projets, on peut arriver jusqu'à 4, 5 profondeurs de routeurs. C'est pas forcément déconnant et on pourrait même aller plus hein, si le besoin se fait sentir. On va voir les quelques guards peu connus mais qui sont utiles et comment les utiliser, etc. On parlera du lazy loading, un gros concept qui n'est pas propre à Angular, pas propre au front-end, qui est vraiment d'un aspect purement génie logiciel. Donc on va voir comment charger des données à la demande, ce qui nous permet de limiter la bande passante, limiter la taille de l'application buildée et du coup de gagner en performance. On verra également le lifecycle Angular, donc comment les composants sont créés, quel est leur cycle de vie. On parlera des services et juste après comment communiquer de composant en composant en utilisant les services parce que jusqu'à présent on a communiqué de composant en composant en utilisant les input-output. C'est très sympathique sauf que ça a ses limites et bien on va voir qu'avec les services on casse entre guillemets cette limite et on parlera notamment des computed, quelque chose d'ajouté avec les Angular Signal. On parlera des services HTTP, ça c'est un socle extrêmement important dans les applications front-end, puisque on va dire que quasiment 100% des applications front-end ont vocation à discuter avec un back-end et donc à discuter avec en utilisant ces services HTTP. On aura un point spécifique pour parler de l'architecture Core Share Feature. J'en ai déjà parlé sur plusieurs fois dans les commits précédents, mais voilà, là je fais vraiment un point très spécifique dessus. Et notamment, j'introduis le Domain Driven Development, DDD, qui va nous permettre de construire des applications en pensant un petit peu différemment. En tant que développeur, on a souvent tendance à penser technique first, et bien là, on va penser plutôt business first. On parlera d'une feature crypto transfert qui va nous permettre d'introduire les formes contrôle, les formes groupes, et plus au sens général, ce qu'on va appeler les reactive forms, ou alors les template form driven, il y a une petite différence, on l'aborde un petit peu là-dessus. Donc on va utiliser un petit peu donc, ces concepts-là, utiliser les formes groupes, commencer à voir les validateurs. Alors ça, en Angular aussi, il y a beaucoup de choses à dire, des validateurs synchrones, des validateurs asynchrones, comment combiner les deux entre eux. Il y a pas mal de choses à voir là-dessus. Rajouter du dynamisme, comment faire piloter la structure d'un forme groupe par le TypeScript, comment la changer dynamiquement. C'est pas forcément su, hein, ça non plus, hein. Même par les développeurs seniors, il y en a beaucoup qui peuvent avoir des lacunes là-dessus parce qu'on n'a pas tous les jours besoin de le faire, mais dès le moment où on en a besoin, et ben, si on ne sait pas, on perd énormément de temps à devoir POC, notamment cette partie-là. Déformerait, hein, comment répéter un forme groupe plusieurs fois. Alors ça, c'est une partie qui est souvent charnière.
mais extrêmement importante, en fait, c'est que c'est une nouvelle façon de développer, on va dire. Ça a introduit en fait ce qu'on va appeler le reactive development, donc de réagir à des événements pour déclencher des traitements logiciels, alors que normalement on était plus en itératif, c'était ligne après ligne. Là, on va se baser sur le réactif. Donc il y a énormément de choses à savoir là-dessus. Bon, même les développeurs seniors, hein, il y a plusieurs choses qui peuvent être vraiment intéressantes de savoir. Euh, et puis ouais, ça va vraiment être une énorme partie, donc super intéressante pour aborder tout ça. On parlera ensuite de la dependency injection et comment créer nos propres tokens de dependency injection. Peut-être un petit peu tôt dans la formation, mais c'est vrai que vu que il y a une liaison que l'on ne voit que beaucoup plus tard dans notre expérience, j'ai voulu l'intégrer là pour bien montrer que, ah bah oui, c'est vrai qu'en fait, on les utilise ici sans le savoir. Et ben là, voilà, avec cette notion-là, on va comprendre un petit peu pourquoi ça se passe comme ça ici. On va utiliser donc les intercepteurs HTTP, donc qui permet d'intercepter toutes les requêtes HTTP et de réagir en conséquence. Le cas classique, c'est pour rediriger sur une page not found si jamais il y a eu une erreur. On gérera les erreurs par une classe spécifique. On démarrera sur la détection de changement, donc comment Angular sait et peut mettre à jour le front parce qu'il y a eu une modification d'une variable en JavaScript. Et ben c'est grâce à un mécanisme de changement, donc change detection, avec les deux méthodes classiques, default et onPush. On verra également donc notamment ça ce serait d'une manière un petit peu plus experte, qu'on ne l'aborde pas forcément toujours dans le change detection, mais c'est très important de savoir. Ça va nous permettre d'optimiser énormément nos applications, de connaître un petit peu tout ça. Et puis également de la liaison, on abordera la liaison avec Angular Signal, qu'est-ce que ça change avec les change detection, ça change pas mal de choses. Le run outside Angular qui permet de déclencher de gros traitements assez lourds qui auraient bloqué l'application, et ben on peut un petit peu le contrer. On parlera d'Angular Signal et on supprimera ngZone, et donc en fait pour venir ne faire mettre à jour l'application que par Angular Signal, ça marche très bien dès maintenant. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important, et ça permet d'enlever en fait cette dépendance à cette librairie ngZone là. Donc oui, voilà, petite comparaison. On parlera des design systems, donc super important dans toutes les grosses boîtes. Elles ont besoin d'avoir un design system, donc une librairie de composants qui va venir centraliser toute la charte graphique d'une entreprise pour que chaque application de toute cette entreprise corresponde à la même charte graphique. Ça tombe bien puisque Angular est très souvent utilisé dans toutes les grosses entreprises, donc bah, ça marchera très bien là-dessus. On créera notre propre design system, on la publiera sur NPM pour voir un petit peu comment ça fonctionne. On utilisera les DI tokens qu'on a parlé un petit peu plus bas pour voir qu'on peut faire de la configuration de design system par application maître. Il y a pas mal de petites choses à voir là-dessus. On parlera des petites balises un petit peu plus rarement utilisées, mais qui ont vraiment leur intérêt. Donc la projection de contenu que l'on utilise énormément dans les design systems, DNG template, DNG container qu'on utilise un petit peu moins maintenant avec Angular 17, 18, 19 et 20, mais voilà, qui ont toujours leur utilité. On parlera du CVA, alors ça, même pour des développeurs vraiment seniors, vraiment experts, c'est pas forcément su, c'est pas forcément maîtrisé. Donc CVA, c'est pour Control Value Assessor, et que c'est vachement utilisé dans les design systems. On verra un petit peu le pourquoi. Du CVA un petit peu plus complexe, on le voit ici hein, sur la droite, on créera un petit peu donc un picker, donc un composant qui permet de sélectionner le mois et l'année de manière séparée tout en exposant à l'applicatif un seul form control. Bon, il y a peut-être des mots qui sont un petit peu complexes, mais tu comprendras tout quand tu arriveras là, et tu verras que l'aspect ingénierie logicielle sur cette partie-là notamment, elle est assez poussée. On parlera de i18n. i18n pour internationalisation, c'est tout ce qui va consister à traduire ton application dans toutes les langues possibles et inimaginables. Donc moi là, je l'ai fait sur EN, donc anglais et français, mais il n'y a aucune limite, on peut le faire.
Je préconise l'utilisation de NGX Translate qui apporte énormément de... enfin, qui a du coup très peu d'inconvénients, mais néanmoins, si tu t'y connais, donc notamment sur Angular Localize, je vais voir un petit peu comment ça fonctionne avec Angular Localize sur cette partie-là. Mais voilà, je te conseille quand même NGX Translate, tu vas le voir, j'explique le pourquoi. Angular Localize a quand même quelques limites sur l'aspect vraiment itératif du code. Euh, Qu'est-ce qu'on voit? Donc, bon, la gestion des cookies avec un with credential qui permet de transmettre les cookies qui ont été posés par le back-end. On démarra les tests unitaires. C'est pas toujours apprécié par les développeurs, mais c'est vrai que sur beaucoup de projets, c'est très nécessaire pour se prémunir de la régression du code. C'est-à-dire que si jamais tu développes un nouveau composant, tu as quand même envie d'être certain que tout ton applicatif ne bug pas. Donc, dans des petites applications, c'est très simple. Tu reparcours toute ton application. Sauf que quand ton application fait une centaine de composants, on va dire 50 features différentes, donc 50 pages différentes, c'est plus possible de le faire à la main, donc il faut l'automatiser. Donc on verra un petit peu tout ça dans cette partie-là. Donc d'abord des tests qu'on va dire unitaires. On va voir comment tester des services, des directives, des pipes, des composants avec signal. On va voir comment faire du spy on. Donc là, ici, on va tester le retour de fonction. On va plus tester vraiment fonctionnellement ce qui se passe. Là, on va tester l'exécution. En fait, on va se brancher sur l'exécution d'une fonction et d'arriver à dire est-ce que la fonction a été exécutée quand j'ai réalisé quelque chose. On va voir le code coverage. Ça, c'est assez visuel, c'est assez joli à voir. C'est de savoir en pourcentage, en ligne, où est-ce qu'on est passé dans notre code, quelle est la partie que l'on ne cover pas, que l'on ne teste pas dans notre code. On parlera des tests end-to-end, donc du coup d'avoir une partie vraiment très visuelle. C'est au lieu de tester donc ici la partie code, ici on va tester la partie visuelle. Je vais faire cliquer par un test automatisé sur ce bouton, ce bouton, ce bouton, et je vais me demander est-ce que je suis à l'endroit où je suis, enfin ou à l'endroit où je dois être. On parlera de NGRX, gros sujet, on le voit dans les grosses applications, c'est très important, ça permet d'avoir une solidité, une scalabilité, une optimisation de performance non négligeable dans les grosses applications, et ça permet de structurer les applications d'une façon très différente, ce qui nous permet de sincèrement penser d'une manière très précise à comment est-ce que l'on fait les choses, où est-ce qu'on les met, comment on les accède, donc il y a pas mal de choses à dire là-dessus. On parlera un petit peu d'optimisation, on verra les différences de format d'image, la différence entre PNG, JPEG, les SVG, quelle est la différence. On parlera de Source Map Explorer qui nous permet de savoir est-ce qu'il y a des dépendances qui sont un petit peu trop grosses dans notre application. Ça, ce sera assez visuel aussi, on le voit bien, on le comprend très vite. On parlera du bundle size, donc la taille du build Angular, puisque notre build Angular, et on le voit juste après, une fois que notre application est finie, il faut la builder. Et donc, quand on va builder, ça va générer un gros site web, entre guillemets. Et ce site web-là, il a une taille. Et ben on va voir voilà, qu'il y a des impacts sur cette taille-là. C'est intéressant de limiter cette taille-là pour qu'elle soit téléchargée le plus rapidement possible. On parlera encore d'autres optimisations différentes ici. Et enfin, le build Angular, comment passer de notre site web sur notre ordinateur à quelque chose de buildé, exportable sur Internet, avec des différences, comment builder différemment sur, que ce soit avec une destination de dev ou une destination de production, et puis enfin, déployer son application pour qu'elle soit accessible sur Internet, sur un petit peu partout, il y a plusieurs possibilités là-dessus. Donc j'espère que toutes ces étapes t'ont appris beaucoup plus sur tout ce qu'on va voir. Il y a énormément de sujets dans cette formation. Sincèrement, que tu sois alors développeur junior, alors là t'es royal, hein, tu vas apprendre énormément de choses que la plupart des gens vont mettre des années à apprendre. Et même en développeur senior, n'hésite pas à commenter si c'est faux, mais je suis persuadé que tu as forcément des points que tu ne connais pas là-dedans. Tellement il y a des sujets pointus et une quantité de sujets non négligeables abordés dans cette formation. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a apporté plus d'informations sur tout ce que tu pourrais y obtenir dans cette formation, et je te dis à la prochaine.